es en train de te détendre dans ta chambre en écoutant de la bonne musique quand soudain, le réseau tombe en panne. Tu essaies de redémarrer ton téléphone, mais il n'y a toujours pas de connexion. Ta sœur débarque dans ta chambre en panique. Elle hurle quelque chose à propos d'anneaux. Des anneaux de quoi? Des anneaux de mariage? Des anneaux dans la baignoire? Ça n'a aucun sens. Alors elle te traîne hors de la maison et te montre le ciel. Tu lèves les yeux et tu vois des traînées d'objets se former à des kilomètres au-dessus de la surface de la Terre. Sa connexion semble fonctionner. Tous les deux, vous vérifiez en ligne ce qui se passe. Et partout, c'est la même histoire qui fait la une des journaux. Des anneaux apparaissent tout à coup dans notre ciel. #anneaux terrestres est en train de battre le record de hashtag et les vidéos deviennent super virales. Ta sœur ne peut s'empêcher de rejoindre la foule et prend un tas de selfies avec le ciel. Tu te précipites vers la télé de ton salon pour regarder les nouvelles. Des scientifiques mettent en garde contre une catastrophe à venir et expliquent que tout le monde doit rester à l'intérieur. Même si c'est une journée sans nuages en plein été, le temps semble devenir de plus en plus froid. Soudain, le signal est interrompu. Les autres chaînes ne montrent rien non plus. Tu vois alors tes voisins plier bagages et partir. D'autres font de même. Tu hésites un peu, mais tu décides finalement de faire comme eux. Ta sœur est toujours dehors en train de prendre des selfies lorsque tu lui dis de venir avec toi pour aller chercher des réponses. Vous montez tous les deux dans votre voiture et vous vous dirigez vers la ville. Les anneaux au-dessus semblent augmenter en masse à chaque seconde. Ta sœur et toi avez de plus en plus froid. Vous vous dirigez vers l'université pour voir si quelqu'un sait quelque chose, mais il n'y a personne. Une seule voiture est garée dans le parking et c'est une bonne chose que vous reconnaissiez cette voiture. Ta sœur et toi vous précipitez à l'intérieur et trouvez le professeur d'astronomie en train de faire quelques calculs rapides pour essayer de comprendre pourquoi tout cela arrive. Il vous invite à vous asseoir et commence à vous expliquer. Personne ne sait de quoi il s'agit, mais ça limite l'exposition du soleil sur la Terre, ce qui explique pourquoi il fait de plus en plus froid. Pourquoi les anneaux deviennent plus épais demeure aussi un mystère. Sur Saturne, les anneaux sont constitués de particules de glace et de roches. Ils peuvent être aussi petits qu'une fourmi ou de la taille d'un bus. Les roches pourraient être des débris de météorites ou même des restes de planètes naines. Mais comme la Terre est si proche du Soleil, la glace ne serait pas quelque chose que l'on trouverait en train de flotter au-dessus de nous. Avec toutes ces roches empilées, elle empêche la Terre d'accéder au Soleil qui nous réchauffe et nous éclaire. Le professeur poursuit en expliquant que la Terre entrera dans une nouvelle ère glaciaire et que les niveaux d'oxygène s'épuiseront d'ici 1 an, si ces nouveaux anneaux ne disparaissent pas rapidement. Cela explique aussi pourquoi il n'y a pas de connexion. Les roches qui forment les anneaux frappent et détruisent les satellites. Soudain, tu entends un gros bruit de sonnerie à l'extérieur. Vous vous dirigez tous les trois vers l'extérieur et voyez un hélicoptère qui lance une alarme avec une lumière rouge clignotante. Tout le monde chez soi tout de suite. Ce n'est pas un exercice. Tout le monde, rentrez chez vous. Tu montes dans ta voiture avec ta sœur, mais les routes sont encombrées. Tu dois y aller à pied, ce qui te prendra environ 2 heures. Il n'y a aucun moyen de rester à l'extérieur. Tu t'aventures à l'extérieur en voyant tout le monde bloqué sur la route. Ils se disputent tous entre eux et provoquent le chaos. Tu essaies de ne pas rester au milieu de tout ça et tu te faufiles jusqu'à l'autoroute. Comme les anneaux deviennent plus épais, il y a moins de lumière solaire qui passe à travers. L'info sur la période glaciaire reste dans ta tête et te fait froid dans le dos. Tu prends une profonde inspiration et tu vois une fine brume sortir de ta bouche. Le ciel s'assombrit et tu n'es pas encore rentré chez toi. Ta sœur est fatiguée et a besoin de se reposer, mais tu l'incites à aller de l'avant. Vous trouvez un magasin de vêtements abandonné et vous y entrez. Les employés du magasin donnent de grosses vestes à tout le monde. Vous en prenez 2 et les enfilez. Plus qu'1 heure pour rentrer à la maison, mais le ciel est complètement noir. Il n'y a aucun moyen pour toi et ta sœur de sortir dans de telles conditions. Vous décidez donc de camper dans le magasin de vêtements. Ils allument un petit feu de camp au milieu du magasin et improvisent des sacs de couchage avec le reste des vêtements abandonnés. Heureusement, il y a assez de nourriture pour alimenter tout le monde, y compris toi et ta sœur. C'est le beau milieu de la nuit. Le feu s'éteint et tu ne vois plus rien à l'extérieur de la boutique. Tu te diriges vers la fenêtre et tu l'ouvres. Un énorme tas de neige se déverse à l'intérieur et réveille tout le monde. Nous sommes au milieu du mois d'août et une tempête de neige s'est formée pendant la nuit. Tout le monde est gelé et recommence le feu. Il n'y a pas de radio ni aucun moyen de savoir ce qui se passe. Le vent se lève et commence à secouer le magasin. Des objets commencent à tomber des étagères, mais tu restes avec tous les autres, confortablement installés près du feu. Le lendemain, vous regardez dehors et voyez toute la région recouverte de neige. Vous vivez dans un endroit ensoleillé où il pleut à peine.
Et les anneaux dans l'atmosphère extérieure sont encore plus grands que la veille. Sorti de nulle part, un camion rempli de personnes s'arrête et le conducteur vous dit qu'il y a un abri pour tous à quelques kilomètres de là. Le camion a des chaînes partout sur les pneus et est équipé pour les pires conditions de neige. Même si c'est le matin, le ciel est assez sombre. Vous montez avec tous les autres. Des voitures abandonnées, certaines avec les portes ouvertes, sont éparpillées un peu partout. Le camion les contourne ou défonce celles qui sont sur son passage. Il s'arrête à côté d'une ambulance et prend tout le matériel pour aider ceux qui en ont besoin. Tu passes dans ton quartier et tu vois ta maison entièrement recouverte de neige. Le grand arbre dans ton jardin est tombé sous le poids de la neige et a cassé le toit, ce qui a permis à la neige d'entrer. Le camion passe à toute vitesse et arrive à l'abri, qui, à ta grande surprise, est le centre commercial. En sortant, vous voyez que de nombreux habitants de la ville sont emmenés dans divers magasins qui se sont transformés en dortoirs et en unités de soins. Tu te retrouves dans un magasin de sport avec un groupe d'autres personnes. Ta sœur a également pu s'installer avec toi. Et à ta grande chance, tu vois le professeur qui aide des gens. Mais peu après, une forte explosion retentit dans le centre commercial et casse les vitres. Tout le monde se met à l'abri. Tu vois des gens courir dehors. En sortant, tu vois un grand objet métallique devant l'entrée du centre commercial. Il y a des gens qui se rassemblent dans toute la zone et il est difficile de voir ce qui se passe. Mais après avoir regardé de plus près, tu découvres que c'est un satellite qui est tombé de l'orbite. Il s'est écrasé sur le sol et a fait ce boom. On rapporte également que d'autres satellites se sont écrasés sur Terre un peu partout. Cela signifie que toute communication a été effacée de la carte. Tu cours à l'intérieur du centre commercial pour attendre ce qui va se passer. Tu regardes ta sœur avec crainte, ne sachant pas que la nouvelle ère glaciaire vient de commencer. Un an plus tard, tu te détends dans ton bunker quand ta sœur débarque en panique. Les anneaux sont toujours là, mais c'est autre chose maintenant. Tu cours dehors et tu vois tout le monde se rassembler et regarder le ciel. En un an, les températures ont chuté au point de geler la totalité de la surface de la Terre. Les déserts et les jungles tropicales se sont transformés en terre glacée. Plus de la moitié de la faune s'est éteinte et les arbres sont devenus aussi rares qu'un trèfle à 4 feuilles. Ce qui signifie que les niveaux d'oxygène ont considérablement baissé. La plupart de la population, ou ce qu'il en reste, vit avec des bouteilles d'oxygène. Les scientifiques essaient toujours de résoudre le cas des anneaux. C'est exactement ce que le professeur avait prédit. Mais dans le ciel, des pierres semblent tomber et s'écraser partout. Cela commence au loin, mais ensuite, les rochers commencent à tomber tout près. Tu cours avec tous les autres vers le centre commercial, qui a été recouvert d'une couche de métal pour garder la chaleur à l'intérieur. Ça devrait être plutôt sûr là-dedans. Si les pierres tombent, cela signifie que les anneaux se dissipent. Soudain, tu es plein d'espoir. On dirait que l'ère glaciaire va bientôt être terminée. Sais-tu quel est le troisième objet le plus brillant dans le firmament? Si tu as répondu la Station Spatiale Internationale, tu as tout juste. Et le plus cool, c'est que l'on peut s'inscrire à un programme spécial qui permet de recevoir un SMS chaque fois que la Station Spatiale Internationale passe au-dessus de notre tête. Et si cela se produit la nuit, on peut même la voir à l'œil nu. Mais il faut faire vite car la station est très rapide. Elle se déplace à une vitesse de plus de 8000 mètres secondes et fait le tour de notre planète toutes les 90 minutes. Si nous bougions à cette vitesse, on pourrait faire l'aller-retour sur la Lune en une journée. Cependant, l'ISS n'est pas l'objet le plus rapide construit par l'homme. Ce titre revient à la Parker Solar Probe, qui voyage autour de Vénus et du Soleil à une vitesse de plus de 692 000 mètres par heure. Les astronautes de l'ISS ont la chance de voir un lever et un coucher de soleil 16 fois par 24 heures. La Station Spatiale Internationale détient tous les autres records. C'est le plus grand objet fabriqué par l'homme dans l'espace. Elle mesure 110 mètres de long d'un bout à l'autre, ce qui correspond à peu près à la longueur d'un terrain de football. Elle pèse également environ 450 tonnes. 8 vaisseaux spatiaux peuvent s'amarrer à l'ISS en même temps. L'espace de travail et de vie de la station est plus grand qu'une maison de 6 chambres. Les astronautes disposent de 6 couchettes, d'une salle de sport, de 2 salles de bain et d'une magnifique baie vitrée offrant une vue à 360 degrés. Imaginons maintenant à quoi ressemblerait notre vie si nous étions astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale.
Pour commencer, tu pourrais y faire des choses super cool, comme lancer des boomerangs. Un jour, un astronaute a lancé un boomerang à l'intérieur de la Station Spatiale Internationale et celui-ci lui est revenu. Donc souviens-toi que même tant qu'il y a de l'air, même la pesanteur ne t'empêchera pas de t'amuser un peu. À bord de l'ISS, on n'est jamais gêné par les mauvaises odeurs. Une personne spécialement formée renifle tout ce que les astronautes emportent dans l'espace. C'est pour les protéger des odeurs désagréables. En effet, on ne peut pas vraiment aérer les lieux si on n'aime pas l'odeur qui règne à l'intérieur. C'est pourquoi la NASA est très attentive au type de senteur qu'elle laisse passer. Il faut également se débarrasser de ces vêtements après chaque utilisation. On les jette, on ne les lave pas. Le transport d'une simple charge de 1 kg jusqu'à la Station Spatiale Internationale coûte plus de 10 000 $. C'est pourquoi il est moins coûteux de jeter ces vêtements lorsqu'ils sont sales que de gaspiller de l'eau pour les laver. Lorsqu'on dort, il faut que l'air circule exceptionnellement bien autour de soi. Sinon, le dioxyde de carbone que l'on respire forme une bulle autour de notre tête et l'on manque d'oxygène. Mais comment faire à bord de l'ISS ? Le sujet fait encore l'objet de nombreuses recherches dans l'espace. Car les astronautes de la station ne se contentent pas de réfléchir à la possibilité de futurs voyages dans l'espace, ils mènent aussi toutes sortes d'études sur les effets de la microgravité sur le corps humain. Oh, et à propos de microgravité, on pense souvent que dans l'espace, la gravité est nulle. D'où la pesanteur que ressentent les astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. La gravité est l'une des forces les plus importantes qui existent dans l'univers. C'est grâce à elle que la Lune peut orbiter autour de la Terre et que le Soleil ne flotte pas loin de notre galaxie, la Voie lactée. Toutefois, les astronautes de l'ISS ne ressentent pas une complète apesanteur, mais une microgravité, ce qui signifie très faible gravité. La gravité terrestre à bord de la station spatiale n'est que 10 à 12% plus faible que celle à la surface de la planète. En revanche, les astronautes sont constamment en chute libre. Le vaisseau spatial, les personnes à l'intérieur et tous les objets à bord ne cessent de tomber vers l'avant. Pas vers le bas, mais autour de notre planète, en suivant une orbite spécifique. Et comme ils tombent tous ensemble, l'équipage et les objets à l'intérieur semblent flotter. C'est pourquoi les astronautes peuvent déplacer du bout des doigts des objets pesant jusqu'à plusieurs centaines de kilos. Même si la microgravité est souvent appelée apesanteur, il s'agit en fait de deux choses très différentes. Quoi qu'il en soit, pour rejoindre l'ISS, tu devrais porter une combinaison spatiale orange vif. Cette couleur, appelée International Orange, a la même teinte que la peinture qui recouvre la tour de Tokyo au Japon ou le Golden Gate Bridge à San Francisco. Mais une fois dans la vaste étendue de l'espace, tu troquerais l'orange pour le blanc-neige. En effet, la combinaison orange est équipée d'éléments qui peuvent aider les astronautes à survivre en cas de problème lors du lancement ou de l'atterrissage du vaisseau spatial. Par exemple, une combinaison citrouille classique est équipée de fusées éclairantes, de médicaments, de matériel de survie, d'une radio et d'un parachute. Quant au gros scaphandre blanc, il s'agit de combinaisons EVA, pour Extravehicular Activities, activités extravéhiculaires. Leur fonction est totalement différente de celle des combinaisons orange. Les astronautes enfilent une combinaison EVA lorsqu'ils effectuent une sortie dans l'espace. Cette tenue peut les protéger des conditions hostiles de l'espace, avec ses températures extrêmes et son quasi vide. En outre, la combinaison blanche peut empêcher les petits débris de blesser les voyageurs de l'espace. Au fait, sache que si tu voulais te gratter le nez en portant ta combinaison EVA, tu devrais utiliser un morceau de velcro placé à l'intérieur du casque. L'absence de gravité fait qu'éternuer à l'intérieur d'une combinaison spatiale est un grave problème. Si on doit absolument éternuer lors d'une sortie dans l'espace, il faut pencher la tête vers le bas et éternuer dans la poitrine. Sinon, il faudrait que la visière soit équipée de minuscules essuie-glaces. Dans l'espace, on voit souvent des flashs lumineux aléatoires, et ce ne sont pas des hallucinations. Les rayons cosmiques qui frappent le nerf optique produisent ce type d'effet. Sur Terre, on ne voit pas ce genre d'éclair, parce que la magnétosphère ne laisse pas les rayons cosmiques nous atteindre. Avant d'aller dans l'espace, il faut s'entraîner sous l'eau. C'est censé simuler l'apesanteur. Mais en fait, la sensation n'a rien à voir avec l'espace. L'objectif principal de cet entraînement est donc de voir comment les futurs astronautes peuvent faire face à des environnements extrêmes. Ensuite, pendant la période d'adaptation à l'espace, il se peut que tu te sentes, disons, bizarre. Environ 50 à 75% des astronautes présentent des symptômes très désagréables, tels que des vertiges, des maux de tête, des nausées et une fatigue générale. Heureusement, tout rentre dans l'ordre dans les 72 heures.
Avant d'être choisi pour s'envoler vers l'espace, il faut affronter une compétition incroyablement difficile. La NASA n'accepte que 8 candidats sur 6000. En outre, le processus de sélection dure approximativement 18 mois. Une autre info, si tu avais le mal du pays lors d'une mission et que tu te mettais à pleurer, tes larmes ne couleraient pas le long de ton visage. Au lieu de cela, elles s'accumuleraient en d'épaisses gouttes de liquide autour de tes yeux, parce que la tension superficielle de l'eau les retiendrait ensemble. Oh, et n'oublie pas de t'attacher à quelque chose avant de t'endormir. Sinon, tu pourrais facilement flotter loin de l'endroit où tu t'es couché et te cogner contre une surface dure. C'est pourquoi les astronautes se reposent généralement dans des sacs de couchage, dans une petite cabine d'équipage. Autre problème à résoudre, prendre une douche dans les conditions de microgravité. La tâche n'est vraiment pas aisée. Les astronautes prennent une douche dans un cylindre fermé qui empêche l'eau de flotter. Ils utilisent un shampoing sans rinçage, s'aspergent d'eau pour rincer le savon et enfin utilisent un tuyau d'aspiration qui attire à l'intérieur toute l'eau restée sur leur corps. Il faudrait aussi s'habituer à un changement radical de régime alimentaire. Il y aurait 3 repas par jour, rien d'exceptionnel à cela. Mais au lieu de s'asseoir pour savourer ton repas, on flotterait. Ton repas se composerait d'aliments déshydratés et en conserve. Et il te faudrait beaucoup de temps pour le terminer, car tu devrais toujours faire très attention à ne pas laisser ta nourriture s'échapper en cours de route. Maintenant, imaginons que tu aies besoin d'une coupe de cheveux. Après tout, tu vas passer pas moins de 6 mois à bord de l'ISS. Pour changer de look, il faudrait utiliser des tondeuses spéciales équipées d'un aspirateur. Tu es au beau milieu de l'océan. Il est infini, mais tu ne peux pas le voir parce qu'il y a un épais brouillard tout autour de toi. Des nuages denses cachent un soleil énorme mais terne. Est-ce le jour ou la nuit? Tu ne sais pas. Tout n'est que brume grise autour de toi. Tu es seul. Même si tu essayes de plonger, au bout de plusieurs heures, tu ne verras toujours pas le fond de l'océan. Car tu es sur une planète aquatique. Ça a l'air assez étrange, mais ces mondes d'eau sont plus intéressants qu'il n'y paraît. Alors, jetons-y un coup d'œil. Une planète océan est une planète qui se compose, comme tu l'as sans doute deviné, principalement d'eau, de glace et peut-être de quelques roches. Pense aux océans de la Terre, leur sombre profondeur, la fosse des Mariannes, les créatures mystérieuses. Et maintenant, peux-tu deviner combien d'espace occupe toute l'eau sur Terre par rapport au volume total de notre planète? Seulement 0,025%. Maintenant, essaye d'imaginer un monde composé de 40 à 60% d'eau. Si tu y plonges, la profondeur peut dépasser les 100 km. Comparé à cela, la profondeur de 10 km de notre fosse des Mariannes n'a pas l'air si impressionnante. La pression y sera énorme. Elle peut atteindre jusqu'à 20 000 fois celle de l'atmosphère terrestre. Cela peut sembler effrayant, mais ce serait quand même génial d'en savoir un peu plus sur ces planètes. Heureusement, d'après les calculs des scientifiques, il pourrait y avoir beaucoup de planètes de ce type rien que dans notre galaxie. Pas besoin d'aller bien loin. Tu peux trouver ces mondes d'eau à l'intérieur même de notre système solaire. Ce ne seront pas des planètes, bien sûr, mais des lunes. Jupiter a Ganymède et Callisto, et Saturne a Titan et Encelade. L'océan peut atteindre jusqu'à 30% de la masse de ces lunes. On ne sait pas encore si ces océans sont recouverts d'une épaisse croûte de glace. Mais on a découvert un bon nombre de planètes océans à part entière. Cela s'explique par le fait que les conditions dans lesquelles ces planètes peuvent exister sont très spécifiques. Par exemple, la planète doit être 6 à 8 fois plus grande que la Terre. Si elle est plus petite, elle aura une surface rocheuse. Et si elle est plus grosse, elle se transformera en géante gazeuse. En même temps, elle doit se trouver dans la zone habitable de son étoile. Un peu plus loin, et la planète se transforme immédiatement en une géante glacée ou en une super Terre froide. Bref, ces planètes sont très exigeantes. On a commencé à les explorer dans les années 1970. Mais depuis, on n'en a trouvé que quelques-unes. Quoi qu'il en soit, elles sont toujours très intéressantes. La première est Gliese 1214b. C'est la toute première planète océan que nous avons découverte. Au départ, les scientifiques n'ont remarqué qu'un petit point lumineux. Ce point s'est avéré être l'étoile naine rouge Gliese 1214. Une étoile tout à fait ordinaire, 5 fois plus petite que notre Soleil et 300 fois plus terne. Les scientifiques l'ignoraient plus ou moins, mais en 2019, ils ont remarqué que cette étoile possédait une seule planète. Et cette planète s'est avérée être assez étrange. Cette super-Terre est 2,5 fois plus grande que notre Terre et 6,5 fois plus lourde. Mais en même temps, elle a une très faible densité et à peu près la même gravité que notre planète.
En d'autres termes, il n'y a presque pas de roches et de métaux sur cette planète. Mais ce n'est pas non plus une géante gazeuse. Il ne reste donc qu'une seule option. Elle est recouverte d'eau et de glace. Et c'est ainsi qu'on a découvert la première planète océanique. En fait, on suppose seulement qu'elle est composée d'eau. C'est en tout cas ce que disent les calculs mathématiques. En réalité, cette planète est assez déroutante. Elle est difficile à explorer et, jusqu'à présent, les scientifiques n'ont rien pu y trouver. Pas d'hydrogène, pas d'hélium, pas d'eau. C'est parce que la couche extérieure de l'atmosphère de cette planète est très dense et qu'elle cache parfaitement sa composition. Malgré tout, c'est probablement un monde d'eau. Gliese 1214b est très proche de son étoile, à seulement 0,014 unités astronomiques de distance, ce qui est moins que la distance entre la Lune et nous. L'année y dure environ 36 heures, et les températures y sont tout simplement brûlantes. Les scientifiques suggèrent que la température moyenne là-bas peut atteindre 250 à 535 degrés Fahrenheit. Tu te souviens de notre description initiale d'une planète océan ? En réalité, passer du temps sur Gliese 1214b serait un peu différent. Ce serait plutôt comme nager dans une chaudière à vapeur. À cause de ces températures insensées, l'océan à la surface est constamment dans un état proche de l'ébullition sans vraiment l'atteindre. Alors, imagine que tu descends à la surface de cette planète en volant à travers des nuages de vapeur. Et puis, tu te retrouves soudain dans l'eau. Mais quand cela s'est-il produit ? Sur Gliese 1214b, la frontière entre la vapeur et l'eau est très floue. Bien sûr, tu ne pourras pas nager jusqu'au fond de cet océan, mais il est fort probable que le fond soit recouvert d'une couche très épaisse de ce qu'on appelle la glace chaude. C'est comme de la glace ordinaire, mais elle ne se soucie pas vraiment des lois de la physique. Alors, elle ne fond pas, même à des températures très élevées. Et l'épaisseur de cette glace peut atteindre jusqu'à 5000 km. C'est tout pour l'effrayante Gliese 1214b. Maintenant, même si on ne peut pas garantir à 100% qu'il s'agit d'un monde aquatique, nous avons un autre candidat pour ce titre. Il s'agit d'une planète récemment découverte appelée TOI 1452b. Située dans la constellation du Dragon, elle se trouve à près de 100 années-lumière de nous. Elle a été découverte à l'aide du télescope TESS par un groupe de chercheurs de l'Université de Montréal. Cette planète appartient également à la classe des super-Terres. Elle est 7 fois plus grande que notre planète, mais 48 fois plus lourde, avec toutefois une densité très faible. Pour cette raison, les scientifiques ont suggéré que la quasi-totalité de la planète est constituée d'un océan géant. Ici, on a un peu plus de chance. Ce monde ne sera pas seulement une flaque géante et de la glace épaisse. Sur cette planète, il y a probablement une surface rocheuse profondément enfouie sous l'eau, comme dans un océan typique. Mais ne t'emballe pas trop, cet océan sera certainement très différent de ce à quoi nous sommes habitués. TOI 1452b est aussi en orbite autour d'une petite naine rouge. Et pas seulement une, mais deux à la fois. Et si la planète précédente était proche de son Soleil, celle-ci, au contraire, en est très éloignée. Elle est 2,5 fois plus éloignée de ses étoiles que Pluton ne l'est du Soleil. Et elle se déplace à grande vitesse. Une année y dure seulement 11 jours. On ne sait pas encore grand-chose sur cette planète. On obtiendra probablement de nouvelles informations lorsque les scientifiques l'auront observée avec le télescope James Webb. Et maintenant, la question qui te brûle les lèvres. La vie peut-elle exister sur ce genre de planète ? C'est une question délicate. On sait tous que l'eau est synonyme de vie. D'autant plus que ces planètes se trouvent dans les zones habitables de leurs étoiles. Donc, potentiellement, oui, il peut y avoir de la vie. Pas des civilisations à part entière, bien sûr, mais pourquoi pas des bactéries, des poissons et quelques monstres géants et effrayants. En fait, c'est très peu probable. L'eau seule ne suffit pas à créer la vie, même si elle est très importante. Il doit aussi y avoir des micro-éléments et des minéraux. Et malheureusement, pour la plupart des planètes d'eau, elles ne sont constituées que d'eau et de glace très épaisse, mais pas de minéraux. Mais tout espoir n'est pas perdu. Il ne faut pas oublier les météorites et les comètes, qui peuvent apporter les minéraux nécessaires à la planète. Plus elles s'y écrasent souvent, plus la probabilité est grande qu'elles apportent quelque chose comme ça dans l'océan, et donc qu'elles créent la vie. Deuxièmement, TOI 1452b possède réellement ces minéraux. On ne sait pas à quelle profondeur se trouve le fond rocheux à cet endroit. Mais s'il existe, alors quelque chose a sûrement pu y naître.
Espérons que de nouvelles recherches avec de puissants télescopes nous permettront de découvrir la vérité. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous pourrons nous-mêmes visiter une telle planète.